Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur et je vous propose que l'on commence tout de suite. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Steward Voyageur, je vais tout simplement vous dire qu'il est temps de préparer vos CV, de préparer vos lettres de motivation et tout ce qu'il faut parce que les recrutements risquent certainement de reprendre pour l'année 2022. Avant du coup d'aborder ce sujet du jour, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent en mettant le petit bouton abonnement, activer la cloche et toujours comme vous le savez, si vous êtes en audio sur Apple Podcast par exemple, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et également à vous abonner. Par la même occasion, durant cet épisode, je vais répondre à un commentaire de Adja qui m'a laissé du coup un commentaire il y a quelques semaines sur une vidéo, sur une de mes vidéos, qui me demande qu'est-ce que l'on met par exemple pour le CV et les lettres de motivation. Donc ça, on le verra dans quelques instants. Comme je vous l'ai dit, les recrutements vont reprendre l'année prochaine, certainement d'ici l'été 2022, voire le printemps. Comme je vous l'ai signalé il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, j'avais fait une vidéo sur est-ce la fin de l'aviation ou comment l'aviation va-t-elle se relever. J'avais analysé et pronostiqué qu'en fait l'aviation va se relever en deux temps avec en premier temps les compagnies court et moyen courrier, spécialement les low cost qui reprendront en première et par la suite les compagnies long courrier et les plus classiques, ce qu'on appelle les legacy. Et c'est exactement ce qui s'est produit cet été, ce qui est en train de se produire. Les compagnies moyen court courrier ont plutôt bien fonctionné cet été. Et les longs courriers vont mettre du coup un peu plus longtemps à redémarrer étant donné qu'il y a encore des restrictions de voyage dans certains pays à cause de la crise sanitaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Sinon, je vous propose mon plan d'action pour bien être prêt pour les prochains recrutements, car oui, ça va se préparer dès maintenant pour l'année prochaine, car cela ne se fait pas à la dernière minute. Du coup, ce plan d'action, je vous le propose de le faire en 5 points. Donc ça, c'est vraiment si vous partez entre guillemets de 0. Sinon, forcément, il y a des points que vous pourrez évidemment squeezer si vous êtes déjà OK dessus. Ces points-là, de toute façon, c'est valable pour les futures hôtesses de l'air ou stewards qui m'écoutent, qui me regardent, mais également à toutes celles et ceux qui souhaitent changer de compagnie et de profiter de l'appel d'air qui risque d'avoir lieu l'année prochaine, car il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément de licenciements, une restriction des conditions de voyage et de la fermeture de certaines lignes durant la crise de la Covid-19 et de ce fait en 2022 on risquera de voir certainement une bonne reprise et il y aura forcément des occasions à ne pas rater. Du coup, on commence. Le premier point, c'est à préparer, c'est concernant votre niveau d'anglais. Vous devez le savoir, l'anglais c'est totalement indispensable lorsqu'on travaille dans l'aviation, c'est un must, c'est une obligation. Il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais. Forcément, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de vous dire allez voyager un peu à droite à gauche dans un pays anglo-saxon pour améliorer votre anglais. Si vous m'écoutez, que vous êtes en Europe, à part pouvoir aller facilement en Irlande, c'est le seul pays à l'heure actuelle, vu qu'il est dans l'Union européenne, qui serait facile d'accéder. L'Angleterre, bon, avec les restrictions, c'est un peu plus compliqué. Donc, première étape, bien préparer son anglais. Pour bien préparer, c'est très simple. Il suffit d'écouter des podcasts en anglais, de regarder des films en anglais, en VO. On a cette plateforme aujourd'hui pour pouvoir le faire, que ce soit en streaming sur Netflix, Disney+, Amazon ou bien encore sur YouTube. Il faut habituer votre oreille à l'accent anglais et également au vocabulaire qu'il faut que ça soit assez riche. Mon petit conseil, c'est d'écouter différents accents anglais et pas uniquement l'accent anglais d'Angleterre. Tout simplement parce que dans l'avion, on a des gens des quatre coins du monde et du coup, l'accent va changer, que ce soit un anglais américain, un anglais de l'Angleterre ou même de l'Irlande. Tout ça, ça change et il faut que votre oreille soit bien préparée à ça.
Pareil, pour préparer votre niveau d'anglais, pensez à lire ou à réviser vos leçons d'anglais, que ce soit les verbes irréguliers, les mots, les conjugaisons, le prétérit, les liaisons, etc., etc. On ne dit pas par exemple he have, on dit he has. C'est une langue, c'est une leçon, disons, de base en anglais, mais tout ça, il faut le savoir. Et si vous pensez que votre niveau est à l'heure actuelle encore un peu faible, il est encore temps de le préparer, de vous mettre à niveau avant les prochains recrutements. Deuxième plan d'action, une fois que votre niveau d'anglais sera bon, ça sera tout simplement de passer votre TOEIC. Le passage du TOEIC, ça sera surtout, on va dire, obligatoire si vous décidez de postuler pour une compagnie française comme Air France, Transavia, je crois qu'ils le demandent également, French Bee, Corsair, etc. Les compagnies françaises généralement se basent sur le TOEIC pour vous recruter. Il faut en moyenne avoir entre 650 et 700 points, voire 720 points au TOEIC, qui monte de mémoire jusqu'à 980. Donc ça correspond à un niveau d'anglais, on va dire standard plus. Donc ça veut dire que vous êtes capable de vous débrouiller correctement en anglais sans forcément être totalement bilingue. Donc c'est pareil, le TOEIC, ça se prépare. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois en arrière. N'hésitez pas à regarder dans l'historique de mes épisodes pour voir cette vidéo sur le TOEIC. Il y a une partie audio, il y a une partie écrite. Pareil, c'est pas forcément très compliqué et il est assez facile d'obtenir un bon résultat. Et ce bon résultat vous permettra du coup de rentrer plus facilement, du moins d'être appelé plus facilement pour les sessions de recrutement des compagnies aériennes et surtout pour les compagnies aériennes, comme je dis, françaises. Et ça vous évitera du coup, par exemple, le jour J, de devoir passer encore un examen d'anglais le jour du recrutement parce qu'il n'y a rien de tel pour donner un coup de stress. Donc le TOEIC, ceci sera mon deuxième point de préparation au futur recrutement de 2022. Troisième point pour mon plan d'attaque pour les recrutements qui se profilent à l'horizon, c'est d'être certain et certaine que tous vos documents sont à jour. Également vaccination. Documents, je parle évidemment de votre CCA. Si vous avez déjà un CCA en poche, est-ce que votre visite médicale est à jour? Oui, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va falloir penser à prendre un rendez-vous chez un médecin de l'aérien, de l'aviation, afin qu'il puisse vous mettre à jour votre visite médicale. Si vous n'avez pas le CCA mais que vous postulez dans une compagnie aérienne qui propose de vous former en interne comme EasyJet, Ryanair, Volotea ou Vueling par exemple, à ce moment-là, pas de souci, tout sera fait en interne. Pareil, autre point à voir à ce niveau-là pour les mises à jour de vos documents, beaucoup de compagnies aériennes, une nouvelle fois, beaucoup les compagnies aériennes françaises demandent des photos, donc photos de plein pied, etc. Donc dans l'idéal, je sais que ça peut revenir un peu cher, surtout lorsqu'on est au chômage ou jeune ou étudiant, c'est de faire appel à un photographe qui du coup vous fera une photo toute belle, toute propre de vous. Voilà, donc ça vous pouvez chercher un petit peu en avance, histoire de trouver un tarif qui vous convient. Pas certain que ce soit forcément utile à 100% de faire des photographies en avance, mais comme dit, beaucoup de compagnies le réclament encore, même s'ils ne sont pas censés recruter au physique. Voilà, pensez quand même à le faire. Autre point par rapport au fait d'être à jour au niveau de sa documentation, ça sera plus du côté de la vaccination. En fonction des compagnies aériennes que vous allez viser, certaines compagnies vont vous demander d'avoir une preuve de vaccination contre la fièvre jaune. Donc le vaccin de la fièvre jaune ne se fait pas forcément partout. Il faut souvent aller dans un centre de vaccination des maladies tropicales où on vous fera la vaccination, qu'on vous délivrera un petit carnet jaune de mémoire. Donc ça pareil, si vous pensez que la compagnie que vous allez postuler vous obligera à être vacciné contre la fièvre jaune, à ce moment-là, faites-le en avance, cela vous fera gagner du temps parce que pareil, les prises de rendez-vous peuvent être un peu longues.
Et enfin, par rapport à ce dernier point de la vaccination, je vais quand même devoir parler de la vaccination de la Covid-19. À l'heure actuelle, en fonction des pays, en fonction des compagnies aériennes, la vaccination contre la Covid-19 n'est pas obligatoire. Mais, et je dis bien mais, de ce que je peux voir chez nos confrères ou en parlant avec d'autres amis PNC, ça va certainement, à mon avis, de mon point de vue, devenir totalement obligatoire d'ici quelques temps. On le voit par exemple déjà en Suisse avec la compagnie aérienne Swiss International qui impose la vaccination pour tous ces PNC à partir du mois de novembre de mémoire. En France, ça va certainement également, ou c'est déjà le cas, dans d'autres pays également c'est le cas. Donc voilà, pensez à réfléchir sur votre position par rapport à la vaccination de la Covid-19 parce que je sais que vous allez être confrontés, que c'est un débat à l'heure actuelle. Je ne donnerai pas évidemment mon point de vue pour ou contre, je vous dis juste que ça, il faut le savoir, il faut avoir ça en tête et que si vous postulez et que la compagnie aérienne vous impose de le faire, il va falloir quand même y réfléchir avant. Quatrième point que l'on va aborder sur ce plan d'attaque pour préparer les recrutements, ça sera évidemment de bien écrire son curriculum vitae, son CV. Et c'est là où je vais du coup répondre à la question d'Adja, du moins commencer à répondre à sa question. Le CV, pour le coup, vous allez devoir le préparer et en français et en anglais. Je vais déjà dire concernant l'anglais, le format d'un CV en anglais n'est absolument pas identique au CV français. Donc je vous invite vraiment à chercher sur Google, Quant, ce que vous voulez et vous tapez et par exemple CV en anglais, exemple de CV en anglais et cela vous permettra d'avoir un format de CV en anglais pour bien préparer tout ça. Concernant le CV, et également je profite pour le CV en anglais, vous regardez bien l'orthographe quand vous écrivez à l'intérieur, c'est extrêmement important. Et que ce soit en anglais ou en français, le CV ne doit pas dépasser une page. Le but, ce n'est pas d'écrire un roman. Donc voilà, un CV, c'est une page maximum. Alors, pour entrer un peu plus en détail, et du coup, si vous voyez que je regarde plus l'écran, que je regarde plutôt sur le côté simplement, parce qu'en même temps, j'ai ressorti mon propre CV pour vous dire un peu plus en détail la forme que j'ai utilisée pour mon CV. Donc là, ça sera la forme pour le CV en anglais, mais après, comme dit en français du moins, et en anglais, comme dit, il va falloir chercher sur Google. Après, les informations à l'intérieur seront les mêmes, c'est juste la forme qui change et qu'il faut regarder sur internet comment faire. Alors la première partie du CV doit faire ressortir votre état civil. L'état civil, c'est tout simplement nom, prénom, adresse, les coordonnées téléphoniques ainsi que votre email et votre date de naissance. Concernant ces informations-là, rien de bien extraordinaire, faites juste en sorte que ça soit à jour, que vous mettez la bonne adresse. Concernant l'adresse email, petit détail, ne marquez pas une adresse email farfelue, d'accord? Parce que déjà là, ça donne un mauvais point de départ. Idéalement, une adresse email comme nom, prénom, @gmail.com ou quelque chose comme ça, mais pas Lulu Castagnette ou ce soir je vais sortir au bal @gmail.com. Non, ça va pas. Dans l'état civil, du coup, l'email, vous faites bien attention, quitte à en créer une spécialement pour le recrutement, vous faites une adresse email classique, nom.prénom ou prénom.nom, peu importe. Mais à ce niveau-là, il faut faire bien attention parce que cela donnera un détail au recruteur en disant tiens, celui-là il a une adresse email à la con, c'est pas forcément le meilleur des candidats. La deuxième partie à faire ressortir concernant le curriculum vitae, ce sont vos compétences. Dans les compétences, évidemment, on fait ressortir des compétences qui sont utiles pour le métier pour lequel vous postulez. Donc, c'est des compétences que vous allez devoir utiliser au quotidien
en tant que steward ou hôtesse de l'air. Dans mon cas, par exemple, j'ai marqué à l'époque relation clientèle, communication, autonomie, parce que le travail dans un avion, c'est également être autonome. On vous lâche dans un avion, on vous lâche avec vos passagers, il faut savoir être autonome. Et pour ma part, j'avais également marqué connaissances touristiques, étant donné que j'ai fait des études dans le tourisme. Je me suis dit que c'était un plus d'avoir des connaissances touristiques, parce que comme ça, dans le tourisme, on apprend aussi un peu le voyage, l'aviation, etc. Donc voilà, dans mon cas, j'ai mis ça. Après, comme dit pour vous, il faut aussi adapter, comme dit relation clientèle, etc. Il faut que ce soit un plus. Vous pouvez marquer également flexibilité, communicatif, esprit d'équipe, tout ça, ce sont des points de compétence à mettre. Vous en mettez 3, 4 maximum. Le but, c'est pas non plus d'écrire un dictionnaire. Donc là, vous marquez tout simplement 3, 4 points de compétence et ça suffira. Troisième partie du CV que je vous recommande de faire, enfin je vous recommande, c'est mon point de vue, c'est celui que moi j'ai fait à l'époque et ça a toujours plutôt bien fonctionné. Troisième partie, j'ai fait une partie concernant les langues, car forcément les langues, c'est un point important de notre travail. Pour ma part, j'avais marqué français, donc c'est premier point, par exemple j'avais mis français. Et le niveau de compétence que j'ai dans cette langue. Le français, c'est ma langue maternelle, donc j'avais mis français, 2 points, langue maternelle. Ensuite, j'avais mis l'anglais. Donc l'anglais, pour moi, je le parle couramment, donc j'ai mis anglais courant. Et enfin, j'avais marqué espagnol ainsi que allemand. Donc là, par contre, mon niveau, surtout en allemand, l'espagnol, ça va encore. Voilà, j'avais marqué niveau basique. Donc, entre parenthèses, j'avais marqué pour faire une conversation simple. Autant en anglais, en français, je peux tout gérer. Autant en espagnol, en allemand, je suis pas non plus, le but, c'est pas non plus de se surévaluer. Je sais faire un service, je sais parler à des passagers de manière simple en anglais, en espagnol, ainsi qu'en allemand. Donc, vous, c'est pareil. Si vous parlez d'autres langues, n'hésitez pas à le marquer à ce niveau-là. Plus il y a de langues, à la limite, mieux c'est, mais il faut, comme dit, être honnête par rapport à votre niveau de langue. Donc, n'hésitez pas à marquer si vous parlez chinois, si vous parlez portugais, italien, peu importe, c'est à ce niveau-là que vous le marquez. Ensuite arrive la quatrième partie qui peut potentiellement poser problème aux plus jeunes d'entre vous, c'est tout ce qui est expérience professionnelle. Alors l'expérience professionnelle, si vous avez un certain âge, globalement, c'est assez facile à faire. Vous marquez les dates dans lesquelles vous avez travaillé dans une entreprise, la fonction que vous avez eue et enfin le nom de l'entreprise. Si vous êtes étudiant, c'est là où c'est un peu plus compliqué. À ce moment-là, il faut marquer par exemple vos expériences, par exemple dans des associations qui vous ont du coup un peu valorisé, mis en avant, que ce soit des associations de protection, je ne sais pas, de la nature, voire associations sportives, ça peut être toujours un plus parce que la compagnie, le recruteur va se dire, tiens, cette personne, elle est peut-être encore jeune, peut-être encore étudiante, mais on regarde, elle a fait ci, ça ou ça. Si vous avez fait des stages, c'est également à ce moment-là où vous le marquez, c'est dans les compétences professionnelles, dans l'expérience professionnelle, c'est à ce moment-là où vous marquez tout ça. Enfin, avant-dernière partie du CV, c'est tout ce qui est formation. Donc là, pareil, vous marquez votre formation. Donc voilà, pour ma part, j'étais parti de mon baccalauréat scientifique et ensuite j'étais remonté et à chaque fois vous marquez du coup le plus récent, le diplôme le plus récent en haut et vous dégraissez au niveau temporel et le plus ancien diplôme vous le mettez en bas de la liste. Et c'est à cet endroit que vous devrez marquer le TOEIC parce que c'est une sorte de diplôme, même si c'est pas officiel en soi, ça reste une qualification, ça reste un diplôme. Donc vous marquez par exemple 2020 TOEIC avec le nombre de points que vous avez eu au TOEIC à ce moment-là. Si vous avez passé votre CCA
Également, c'est à ce niveau-là que vous marquez l'année à laquelle vous avez validé votre cabin crew attestation, etc., etc. Le bac, c'est également à ce moment-là. Si vous êtes jeune dans le sens que par exemple vous avez 18 ans et que du coup votre brevet des collèges, c'est pas très loin, n'hésitez pas à ce moment-là à le mettre. Pour ma part, je l'avais pas mis parce que bon, j'avais déjà un certain âge et que c'était un peu caduque de le mettre. Il faut que ça soit quand même, je sais pas si ça se dit en français, relevante. Faut que ça soit, la formation que vous mettez doit quand même correspondre un minimum à ce que vous voulez mettre en avant. Donc si c'est un vieux diplôme qui ne sert à rien, vous ne le mettez pas. Mais si vous êtes encore jeune et que le brevet est relativement récent, à ce moment-là, vous pouvez mettre le brevet des collèges. Enfin, dernier point de votre CV, ce sont vos centres d'intérêt. Concernant les centres d'intérêt, c'est comme initialement pour les compétences, on en met 3, 4 maximum, complètement inutile d'en mettre une pelletée. Vous pouvez totalement mitonner, on va dire, vos centres de compétences. Il faut juste retenir quel centre d'intérêt vous avez écrit. Le jour du recrutement, il faut quand même être sûr de ce que vous avez écrit. Le seul point, mon seul conseil que je vous dis par rapport aux centres d'intérêt, c'est de mettre des centres d'intérêt qui impliquent d'autres personnes. C'est-à-dire, idéalement, sport collectif, danse en groupe, je ne sais pas, mais quelque chose qui, idéalement, apporte une interaction avec d'autres personnes et ne mettez pas, ou alors, c'est pas une obligation, mais essayez d'éviter du style gamer sur ma PlayStation ou quelque chose comme ça. Non, parce que ça peut montrer potentiellement que vous restez quelqu'un d'introverti qui reste sur soi-même. Comme dit, ça, vous pouvez un peu arranger la vérité, mais vraiment à minima. Il faut que ça soit des hobbies, des centres de loisirs qui impliquent d'autres personnes ou alors qui vous font bouger dynamique, le VTT, le CrossFit, je sais pas, la randonnée. Voilà, vous réfléchissez un petit peu à tout ça. Il faut que ça soit avec des gens ou alors quelque chose qui vous fasse bouger. On arrive du coup maintenant à la 5e partie de mon plan d'action pour être prêt pour les futurs recrutements qui s'annoncent. Et ça sera également ma deuxième partie de réponse à la question que Adja m'a posée il y a quelques jours en arrière. Dernier point de son plan d'action, c'est évidemment le fait de préparer correctement sa lettre de motivation. Tout comme le CV, la lettre de motivation doit être préparée en français et également en anglais. Tout comme le CV. La forme d'une lettre de motivation en anglais n'est pas la même qu'une lettre de motivation en français. Le fond est globalement le même, mais la forme, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, une nouvelle fois, Google est votre ami et je vous invite à taper exemple de lettre de motivation en anglais pour savoir comment le mettre en forme exactement. Comme dit le fond, c'est à peu près la même chose. La forme, c'est un peu différent. Mais bon, voilà, il faut quand même que ça soit prêt. Prenez votre temps pour le faire correctement en anglais. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais m'intéresser forcément à la lettre de motivation en français pour vous expliquer comment l'écrire, comment construire votre lettre de motivation pour qu'elle appelle l'attention, pour qu'elle accroche l'attention des futurs recruteurs qui liront votre dossier de candidature. Pour commencer, une lettre de motivation, au maximum, ça fait une page. Vous n'écrivez pas le dernier Seigneur des Anneaux ou le dernier Harry Potter. Une lettre de motivation, ça doit être clair, ça doit être concis, donc c'est une page maximum. On commence le haut de la de motivation en marquant évidemment vos coordonnées. Une nouvelle fois, nom, prénom, adresse, votre adresse téléphone et votre adresse email. Une nouvelle fois, l'adresse email, c'est extrêmement important et je le répète, on ne met pas une adresse email à la con. On met une adresse email classique,
prénom, nom, @gmail.com par exemple. C'est tout, basta, on va pas chercher plus loin. Ensuite, une fois que vous avez vos coordonnées, vous allez marquer votre date de l'autre côté en marquant fait le tac tac, l'année, le jour. Et là, vous marquez le jour, vous marquez la date à laquelle vous postulez, non pas la date à laquelle vous avez écrit votre lettre de motivation, évidemment. Ensuite, objet. L'objet, vous allez marquer candidature au poste de personnel navigant commercial. Si c'est une candidature spontanée, à ce moment-là, vous allez pouvoir marquer candidature spontanée au poste de personnel navigant commercial, par exemple. Ensuite, vous allez entamer la lettre de motivation. On commence par un madame, monsieur, pour saluer entre guillemets la personne qui va lire votre candidature. Et si vous savez qui est la personne en charge des recrutements, de la direction, si vous savez que c'est un homme, à ce moment-là, vous allez marquer monsieur le directeur des ressources humaines. Si vous savez que c'est une femme, à ce moment-là, vous allez marquer madame la directrice des ressources humaines. Si vous ne le savez pas, à ce moment-là, vous restez simple et basique. Vous mettez un madame, monsieur ou alors un monsieur tout court. Ensuite, vous allez entamer le corps, la grosse partie de la lettre de motivation. Ce corps va se subdiviser en 3 plus petites parties. La première partie, ça va être du coup l'introduction. L'introduction, c'est ce qui va permettre au recruteur d'être accroché à votre lettre de motivation. Cette introduction doit être personnalisée. Personnalisée tout simplement parce que elle doit en fait refléter comme quoi vous connaissez la compagnie pour laquelle vous postulez. Donc vous devez faire au préalable des recherches sur la compagnie ou alors avoir des phrases type d'accroche pour la compagnie que vous allez postuler. Par exemple, dans mon cas, si je prends lorsque j'avais postulé pour la compagnie aérienne en question pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui, j'avais marqué quelque chose comme votre compagnie, donc blablabla, à la place de votre compagnie, il faut marquer le nom évidemment. Depuis sa création, a bousculé le marché, fait preuve de dynamisme. Et aujourd'hui, je me permets de vous contacter et de postuler au poste de steward, car je souhaite me joindre à votre aventure, mettre ma pierre à l'édifice dans le succès de votre compagnie aérienne. Alors, pierre à l'édifice, me joindre à votre succès, voilà, c'est des mots là que je sors. Faut que ça soit évidemment tourné un peu plus poli, mais l'idée c'est ça, c'est de mettre en avant la compagnie, valoriser la compagnie aérienne en question. J'avais par exemple également un peu plus tard postulé dans une compagnie aérienne parce que je pensais aller voir ailleurs, mais au final on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas toujours le cas. J'avais postulé pour une compagnie aérienne à bas coût mais qui fait du long courrier, et à ce moment-là j'avais écrit quelque chose comme du fait de votre projet innovateur, innovant qui n'existe pas encore dans le ciel européen, je me permets de postuler aujourd'hui blablabla blablabla. Donc vous voyez, une nouvelle fois, j'avais mis en avant la compagnie aérienne, ma connaissance de la compagnie. Si la connaissance, vous ne l'avez pas avant d'écrire la lettre de motivation, vous allez une nouvelle fois sur Internet, vous allez sur le site de la compagnie aérienne en question et vous faites des recherches sur son site. Il y a forcément son histoire, ses points forts, ce qu'elle veut mettre en avant, et ce qu'elle veut mettre en avant, vous vous en servez. Deuxième partie concernant la lettre de motivation, de ce gros pavé que vous devez écrire, c'est en fait la partie où vous vous mettez en avant. Et vous mettez en avant en mettant en avant les recherches, les qualités que la compagnie va rechercher chez les hôtesses de l'air et les stewards. Pour ce faire, vous vous basez sur votre expérience professionnelle, si vous avez un bagage professionnel. Vous vous basez sur vos expériences même de stage, si vous êtes encore étudiant, sur vos expériences dans les associations par exemple. Et si réellement vous n'avez pas tout ça, vous pouvez également vous baser sur votre vie de tous les jours. Le recruteur sait qui il a affaire en face
Et même si vous avez entre guillemets que 18 ans et pas grand chose comme bagage professionnel ou comme expérience professionnelle, à ce moment-là, il faut vous baser sur votre vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez une expérience dans la vente dans un magasin, vous avez travaillé dans un fast-food. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'ai postulé, j'avais pas forcément une grande expérience. Alors, je m'étais basé sur mon expérience dans un fast-food, chez McDonald's, tout simplement, en mettant en avant que le rythme de travail m'a permis de montrer comme quoi j'étais assez autonome, que je pouvais travailler en équipe également, les horaires décalés ne me dérangeaient pas, que j'étais dynamique, etc., etc. En fait, les compétences que vous avez écrites initialement dans votre curriculum vitae doivent une nouvelle fois ressortir dans la lettre de motivation, sous forme écrite évidemment. En français, c'est important. On ne fait pas de faute de grammaire, on ne fait pas de faute d'orthographe. Donc, par pitié, vous relisez votre lettre de motivation. Vous faites relire votre lettre de motivation. Moi, personnellement, le français à l'écrit, je suis pas forcément le meilleur. Donc, voilà, il faut être humble, savoir reconnaître ses défauts à ce niveau-là, ses limites. Donc, faites-vous relire en français. Et également encore plus en anglais si votre niveau n'est pas forcément idéal. N'hésitez pas à vous relire, n'hésitez pas à ce moment-là à faire relire à votre proche. Si vous êtes encore étudiant, étudiante, que vous avez un prof d'anglais sous la main, je suis sûr que ce prof d'anglais sera plus qu'heureux ou qu'heureuse de vous aider à corriger votre lettre de motivation. Donc pour résumer cette deuxième partie, vous mettez en avant les qualités que vous avez qui doivent coller aux qualités et aux compétences que l'on recherche pour être hôtesse de l'air et steward. En résumé pour cette partie, c'est travail d'équipe, flexibilité, donc travail d'équipe, vous l'aurez compris, on ne travaille pas seul dans un avion. Flexibilité parce qu'on travaille à des horaires décalés, on travaille les samedis, les dimanches, on travaille à Noël, jour de l'an, etc. etc. Quoi d'autre? Flexibilité, autonome, parce que quand vous êtes dans un avion, vous êtes autonome, donc ça doit ressortir. Tout ça doit apparaître, doit transparaître dans votre deuxième partie de votre lettre de motivation. Évidemment, vous en mettez 3-4 maximum. Vous ne faites pas des phrases à rallonge, un paragraphe, une phrase, deux phrases maximum. Vous en faites 2-3 petites comme ça suffit largement. Et enfin, dernière partie de votre lettre de motivation, c'est la phrase de conclusion. La phrase de conclusion, grosso modo, ça inclut évidemment le remerciement pour la personne d'avoir pris le temps de lire votre lettre de motivation. Donc vous marquez « Veuillez agréer mais… » non, d'abord vous commencez, excusez-moi, par ouvrir la possibilité d'un contact physique pour un recrutement. Donc c'est en espérant que ma candidature ait retenu toute votre attention. Veuillez, madame, monsieur ou monsieur, ça doit correspondre à ce que vous avez marqué au tout début. Si vous avez marqué monsieur, vous mettez monsieur à la fin, madame, monsieur, vous aurez compris. Donc c'est veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus sincères et je me tiens prêt pour tout entretien que vous souhaiteriez m'accorder. Point. Et à ce moment-là, vous signez nom, prénom. Voilà, tout simplement. Donc cette phrase de conclusion est également extrêmement importante. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de mettre une phrase de politesse et une phrase d'ouverture montrant que vous êtes disponible pour un recrutement, pour un entretien d'embauche qui souhaiterait vous accorder. On arrive à la fin de cet épisode. Il est un peu long, c'est vrai, je crois qu'on arrive à peu près aux 3/4 d'épisode. J'espère que je vous aurai été utile, que ce plan d'action vous sera utile pour vos prochains recrutements. Comme dit une nouvelle fois, les recrutements pour l'année prochaine se préparent maintenant. Parce que ça fait, par exemple, pour l'été 2022, les recrutements vont avoir lieu au printemps parce qu'il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps de recruter, de donner les réponses positives, de mettre la personne en formation et ensuite de mettre la personne en ligne, donc en vol. Donc ça prend plusieurs mois, donc
Ça se prépare maintenant, on arrive bientôt fin 2021 et le temps passe à une vitesse extrêmement vite, donc tout ça se prépare tout de suite. N'hésitez pas à faire des commentaires comme Adja ou comme Edna dans d'autres épisodes précédents. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de faire une vidéo si votre question soulève un point intéressant que je peux pouvoir partager avec la communauté des avionautes. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.